Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans quelques idées fascinantes tirées de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, de Yuval Noah Harari. L'idée, c'est d'explorer un peu ce livre marquant pour mieux comprendre notre espèce, d'où on vient, où on va peut-être. On va s'attarder sur, disons, trois grands moments. La révolution cognitive, l'agricole, et puis la scientifique, qui nous ouvre des perspectives assez folles. Alors pour commencer, la question qui tue. Comment Sapiens, cet animal somme toute assez banal au départ, a pu conquérir la planète? C'est vraiment la question centrale que Harari explore. Et il commence par nous rappeler un truc essentiel. Pendant très très longtemps, on n'était pas seul. Il y a 100 000 ans, il y avait plusieurs espèces humaines qui cohabitaient. Les Néandertaliens en Europe, Denisova en Asie, Erectus. C'est notre situation actuelle, être la seule espèce humaine qui est l'exception. Oui, on oublie souvent ça. Et Sapiens menait rien de spécial à la base. Harari insiste là-dessus. Exactement. Ce fameux gros cerveau, par exemple. Ah oui, le cerveau giga. On pense que c'est ça la clé. Au début, c'était plutôt un fardeau. Il consomme énormément d'énergie. Environ 25% de l'énergie du corps au repos, c'est énorme comparé aux 8% des autres primates. Et cette énergie, elle vient d'où? Elle a été prise sur les muscles, en gros. Donc on était moins costaud physiquement que nos cousins, ou même que les Néandertaliens. D'accord. Donc pas si avantagé que ça au début? Non. Pendant des millions d'années, on était plutôt au milieu de la chaîne alimentaire, plutôt des proies, quoi. Le vrai changement, le tournant décisif selon Harari, c'est la révolution cognitive. Ça arrive il y a environ 70 000 ans. La révolution cognitive. Et ce n'est pas tellement que le cerveau a grossi d'un coup, celui de Néandertal était aussi gros, voire plus, mais c'est une réorganisation à l'intérieur. Et surtout, l'émergence d'un langage complètement nouveau. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce langage, il ne servait pas juste à dire «attention, un lion» ou «viens manger». Non, pas seulement. La capacité unique de Sapiens, c'est de pouvoir parler de choses qui n'existent pas physiquement. Des abstractions, des mythes, des histoires. Ce que Harari appelle les réalités imaginées. Les réalités imaginées. Exactement. Les dieux, les esprits, les nations, l'argent, les droits de l'homme. Et même des choses comme les entreprises. Oui, l'exemple de Peugeot qu'il donne est génial pour ça. Tout à fait. Peugeot, c'est quoi? Ce ne sont pas juste des bâtiments ou des voitures. C'est une construction juridique, une fiction légale. Une histoire à laquelle on croit tous. Voilà, on a collectivement décidé qu'elle existe via des lois, des papiers. Et du coup, cette fiction peut posséder des choses, signer des contrats, aller en justice. Elle a des effets bien réels. C'est fou quand on y pense. Et c'est cette capacité à créer et à partager ces histoires communes qui est la clé. Ça nous permet de coopérer de manière très flexible et à une échelle immense. Bien plus qu'en petits groupes. Oui, bien au-delà des 150 individus environ qu'on peut connaître personnellement, on peut mobiliser des milliers, des millions de gens qui ne se connaissent pas autour d'un but commun. Construire une pyramide, partir en croisade, créer un État. Précisément. Cette coopération massive et adaptable, c'est unique à Sapiens. Ça nous a permis une évolution culturelle hyper rapide. Plus besoin d'attendre que les gènes changent. Exactement. On change l'histoire et hop, le comportement social change. C'est beaucoup plus rapide. Harari dit qu'on vit dans une double réalité. Le monde objectif des rivières et des lions et ce monde intersubjectif des dieux, des nations, de l'argent. Et souvent, ce sont les décisions prises au nom du monde imaginaire qui impactent le monde réel. D'accord. Donc, cette maîtrise des fictions, ça nous a donné un avantage décisif. Et ça nous amène à la suite, la révolution agricole, il y a quelque chose comme 12 000 ans. Oui. Et là encore, Harari nous prend un peu à contre-pied. Il dit que c'est peut-être le plus grand leurre de l'histoire. Alors que nous, on apprend plutôt que l'agriculture, c'est le progrès, la civilisation. Oui, et c'est là que son analyse est vraiment euh, provocante. Il ne dit pas que l'agriculture n'a pas marché d'un point de vue collectif. Au contraire, la population a explosé. C'est un succès pour l'espèce Homo sapiens. Mais pour l'individu, Ah, pour l'individu moyen, c'est une autre histoire. Harari suggère que la vie est devenue, pour beaucoup, plus dure. Plus de travail, une alimentation moins variée, moins équilibrée aussi. plus dur que chasseur-cueilleur. On a l'image d'une vie hyper précaire pour eux.
Cette image est peut-être un peu faussée. Les chasseurs-cueilleurs mangeaient plein de choses différentes. Ils travaillaient sans doute moins d'heures pour se nourrir que les premiers paysans, qui eux étaient dépendants de la météo, des récoltes, des tâches répétitives. Le labour, les semailles, la moisson. Exactement. Et puis, vivre tous au même endroit, dans des villages, ça a favorisé les maladies. Et comme on dépendait de peu de plantes, le blé, le riz, les patates, une mauvaise récolte, et c'était la famine. Et il y a cette idée géniale que ce sont les plantes qui nous ont domestiqués. Oui, c'est ça qui est fort. Du point de vue du blé, par exemple, c'est une réussite incroyable. D'une petite herbe sauvage du Moyen-Orient, il a conquis le monde entier. Grâce à nous, on a bossé pour lui en fait. C'est un peu ça. On a défriché, irrigué, désherbé. Mais pour le paysan moyen, ça voulait dire plus de boulot, une santé souvent moins bonne, et puis l'apparition des inégalités sociales, la violence pour la terre, les stocks. C'est le fameux piège du luxe dont il parle. Oui, c'est ça. Chaque petite amélioration, on cultive un peu plus pour avoir une réserve. Ça fait augmenter la population. On devient plus dépendant de cette méthode et impossible de revenir en arrière. On est coincé. Collectivement piégés dans un système qui demande plus d'efforts mais qui n'améliore pas forcément la vie de chacun. C'est l'idée. D'ailleurs, des sites comme Göbekli-Tepe en Turquie. Ah oui, ces temples immenses construits avant l'agriculture. Exactement. Ça montre que les chasseurs-cueilleurs étaient déjà capables de s'organiser pour des projets collectifs complexes bien avant de planter du blé. La coopération à grande échelle ne dépendait pas forcément de l'agriculture. Donc, la leçon de cette révolution agricole, c'est que le succès de l'espèce, ce n'est pas la même chose que le bonheur individuel. Le surplus a créé des élites, des villes, oui, mais souvent au prix de plus de travail pour la majorité. Et ce surplus, il a fallu le gérer. C'est là qu'arrive l'écriture, inventée par les Sumériens vers 3500 avant notre ère. Pas pour écrire des poèmes au début, j'imagine. Pas du tout. Pour la compta. Enregistrer les dettes, les impôts, les propriétés. Le premier nom propre qu'on a retrouvé, un certain Kushim, c'était probablement un comptable. Un comptable, ça calme. Bon, avançons encore. La révolution scientifique. Ça commence il y a environ 500 ans. Et là, notre puissance, elle, explose. Littéralement. Oui, là, les chiffres deviennent fous. Population, production, énergie, tout s'envole. Et qu'est-ce qui déclenche ça, selon Harari? Le cœur du réacteur, pour lui, c'est un changement mental radical. On admet collectivement notre ignorance. Le mot d'ordre devient ignoramus. Nous ne savons pas. C'est contre-intuitif, non? C'est en admettant qu'on ne sait pas qu'on se met à savoir plus. C'est exactement ça. C'est une rupture énorme avec les traditions d'avant, religion, philosophie, qui pensaient souvent avoir déjà toutes les réponses importantes. La science moderne, elle, part du principe que ce qu'on sait est incomplet, peut-être même faux. Elle met en avant l'observation, l'expérimentation et les maths pour comprendre le monde. Et elle est prête à tout remettre en question si de nouvelles preuves arrivent. Cette volonté de découvrir, cette foi dans le progrès par la connaissance. C'est le moteur et ça a des applications très concrètes, comme l'histoire des pasteurs écossais qui inventent l'assurance vie. Ah oui, racontez. Au XVIIIe siècle, au lieu de prier ou de compter sur la charité, ils ont fait quoi? Ils ont collecté des données sur qui mourait et quand. Ils ont utilisé des statistiques, des probabilités pour calculer les risques. Des maths pour prévoir la mort. En quelque sorte, oui. Et ça leur a permis de créer un système, un fonds, pour aider les veuves et les orphelins de manière fiable. C'est une approche purement scientifique d'un problème social. Et Harari souligne aussi le lien très fort entre cette science naissante, les empires européens et le capitalisme. Les trois se seraient nourris les uns les autres. Oui, c'est un point absolument central. Les grandes explorations scientifiques, elles étaient souvent financées par les États et par des intérêts commerciaux. Prenez James Cook, par exemple. Le grand explorateur du Pacifique. Voilà, son voyage avait des buts scientifiques officiels, observer Vénus, cartographier, collecter des plantes, mais c'était la marine royale britannique qui payait et qui équipait le navire. Et les découvertes servaient directement l'Empire. Exactement. Cook trouve un moyen de lutter contre le scorbut, cette maladie terrible des marins. Ça rend les flottes européennes beaucoup plus efficaces. Ça permettait de voyager plus loin, plus longtemps. Oui. Et puis, il cartographie l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ouvrant la voie à la colonisation britannique, avec toutes les conséquences tragiques pour les peuples qui y vivaient déjà. La science donnait la technologie, cartes, armes, médecine, parfois la justification, mission civilisatrice, et elle promettait des profits, ressources, marchés.
Et en retour, les empires et le capitalisme donnaient à la science de l'argent, une protection et un terrain de jeu planétaire. Une sorte de boucle de rétroaction puissante. On peut dire ça. Et cette puissance nouvelle change aussi notre rapport à la condition humaine elle-même, surtout face à la mort. Vous pensez au projet Gilgamesh? Oui, c'est le terme qu'utilise Harari, Gilgamesh, ce héros ancien qui cherchait l'immortalité. La plupart des cultures traditionnelles acceptaient la mort, lui donnaient un sens, la vie après, la réincarnation. La science moderne, elle, commence à voir la mort comme un problème technique, un bug à corriger. Et l'augmentation de l'espérance de vie, ce ne serait qu'un début. C'est l'idée. Peut-être qu'on est juste au début d'une quête pour vaincre la vieillesse et la mort elle-même. Et là, on arrive à la partie la plus vertigineuse du livre, peut-être. L'idée que Sapiens pourrait mettre en fin à Sapiens tel qu'on le connaît, en dépassant nos propres limites biologiques grâce à la science. C'est la perspective. Oui, vertigineuse qu'il ouvre. On serait peut-être au seuil d'une ère où l'évolution ne serait plus guidée par la sélection naturelle aveugle, mais par un dessein intelligent. Notre dessein à nous. On en voit déjà des signes. Oui, dans plusieurs domaines. D'abord, ce qu'il appelle l'ingénierie biologique. Là, on ne parle plus juste de croiser des vaches pour qu'elles donnent plus de lait. Non, on parle de modifier directement les gènes. Harari donne des exemples. Des vaches modifiées pour résister à des maladies, des porcs qui produisent des oméga 3. Et le lapin vert fluo? Ah oui, Alba. Le lapin rendu fluorescent avec un gène de méduse en 2000. C'était pour un artiste. Mais ça montre qu'on peut jouer avec les briques du vivant pour créer des choses complètement nouvelles qui n'auraient jamais existé naturellement. Et si on peut le faire sur un lapin? La question de le faire sur l'humain se pose forcément. Il y a des barrières éthiques, bien sûr, mais la pression pour améliorer l'humain, guérir des maladies, augmenter nos capacités, vivre plus longtemps, pourrait devenir énorme, surtout si ça rejoint ce projet Gilgamesh. Mais il n'y a pas que la bio. Il parle aussi des cyborgs, la fusion homme-machine. Oui, l'ingénierie cyborg, on voit déjà des prothèses bioniques super sophistiquées, commandées par la pensée. Pour les personnes amputées, par exemple. C'est ça. Jesse Sullivan, Claudia Mitchell, ce sont des pionniers. On peut imaginer des implants qui améliorent nos sens, notre mémoire, qui nous connectent directement à Internet. Les interfaces cerveau-machine, c'est un domaine en plein boom. Et la troisième voie, c'est de créer la vie, sans la biologie. C'est l'ingénierie de la vie non organique. Des projets comme le Human Brain Project qui essaient de simuler un cerveau humain sur ordinateur. Si on arrive un jour à créer une intelligence artificielle vraiment consciente ou même à télécharger une conscience humaine sur un ordinateur, alors la vie basée sur le carbone comme nous ne serait plus la seule forme d'intelligence. Bon sang. Alors, la question qui découle de tout ça, c'est les êtres qui naîtraient de ces transformations, est-ce qu'on pourrait encore les appeler humains? C'est la question finale, un peu abyssale, de Harari. Après nous avoir montré comment Sapiens est devenu maître du monde grâce aux fictions partagées, après avoir nuancé les bienfaits des révolutions agricoles et scientifiques, il nous laisse au bord d'une transformation peut-être encore plus énorme, celle où on pourrait réécrire notre propre code biologique et mental. Ok, si on essaye de résumer ce voyage incroyable, Sapiens se démarque par sa révolution cognitive, langage fictionnel, coopération massive. Puis vient la révolution agricole, un piège ambigu qui augmente la puissance collective, mais pas forcément de bonheur individuel. Ensuite, la révolution scientifique, née de l'aveu de notre ignorance, propulsée par le couple science-empire-capitalisme, qui démultiplie notre pouvoir sur le monde. Et aujourd'hui, cette même science ouvre la porte à une autotransformation radicale, bio-ingénierie, cyborgs, IA, la fin potentielle de Sapiens tel qu'on le connaît. Et le fil rouge, ce sont toujours ces idées, ces mythes, ces réalités imaginées. Elles ont fait notre passé, elles font notre présent et elles façonneront sans doute notre avenir. Peut-être de manière encore plus directe si on commence à se designer nous-mêmes. Vers où tout ça va nous mener? Personne ne le sait vraiment. Non, ça dépendra des histoires qu'on choisira de croire, des valeurs qui guideront nos technologies. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route, inspirée par tout ça. Si on commence vraiment à créer la vie, par dessein intelligent, par notre dessein, quels seront nos critères? Est-ce que ce seront les besoins du capitalisme, les dogmes d'une religion, une autre idéologie? Qui décidera à quoi ressembleront les humains ou les post-humains de demain? Et dans tout ça, que restera-t-il de ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanité? Voilà une question assez vertigineuse pour terminer notre exploration d'aujourd'hui.